Salut à tous. Pour être pratique, je pense que la guerre ouverte a repris à cause du détroit, d'après tout ce que nous entendons depuis 1 heure ou 2. Il faut reconnaître que les informations restent encore fragmentaires. Les États-Unis ont envoyé des destroyers ou d'autres navires de guerre dans le détroit, malgré les avertissements de l'Iran, et il semble que les tirs aient recommencé. Si c'est vrai, nous sommes sur une trajectoire de calamité totale. Dans le manuel de Trump, apparemment, un panneau d'avertissement n'est pas quelque chose devant lequel on s'arrête, mais quelque chose qu'on diffuse en direct tout en accélérant. Quelles que soient les considérations juridiques, les États-Unis ont imposé un blocus à l'Iran, et c'était totalement irresponsable parce que le détroit devait être rouvert dans le cadre d'un cessez-le-feu qui a été immédiatement violé par Israël. Puis, quand l'Iran a riposté, les États-Unis ont mis en place un blocus et ils n'ont pas retiré ce blocus, même après que l'Iran a dit qu'il rouvrirait le détroit. Tout cela est ahurissant. En gros, les États-Unis n'ont pas su accepter un oui comme réponse sur un cessez-le-feu et sur la réouverture du détroit. Pour un camp qui adore se présenter comme fort, il a un talent remarquable pour traiter la diplomatie comme une offense personnelle. Il semble que le détroit soit maintenant fermé selon les dernières informations. Les derniers messages indiquent que les Iraniens ont annoncé une fermeture complète et plusieurs rapports font état de nouveaux tirs de missiles dans la région du Golfe, touchant des navires et attaquant les Émirats. Il semble donc que nous soyons revenus à la guerre. Al Jazeera dispose de 2 témoins oculaires affirmant que des missiles iraniens ont frappé un navire américain, même si le département américain de la défense, le commandement central américain, CENTCOM, et les responsables présents au Moyen-Orient l'ont démenti. Si c'est exact, cela va faire grimper fortement le prix du pétrole et d'autres produits essentiels. Si nous revenons à une guerre totale, et à ce moment-ci, il est difficile de croire que nous n'y serons pas même aujourd'hui, cela ne ressemble pas à une petite escarmouche accidentelle. Cela ressemble à une volonté des États-Unis et surtout d'Israël de revenir à la guerre. Ce serait absolument catastrophique pour l'économie mondiale. Rien ne dit mieux l'Amérique d'abord que mettre le feu à l'approvisionnement énergétique mondial, puis faire semblant d'être surpris par la fumée. Si nous revenons à la guerre, nous ne parlons pas d'une fermeture temporaire du transport maritime du pétrole et du gaz. Nous parlons de la destruction des infrastructures physiques dans cette région centrale du monde pour les hydrocarbures et les produits qui en découlent. Cela signifie une destruction physique qui ne serait pas remise en service avant des années et non pas des manœuvres tactiques ou des jeux de confrontation sur quelques jours ou quelques semaines. Nous parlons d'une catastrophe qui s'étendrait sur des années. Trump semble s'engager là-dedans. C'est ce qu'Israël veut. Trump fait ce qu'Israël veut. Trump n'écoute personne d'autre que Netanyahou. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi, mais c'est apparemment ce vers quoi nous avançons. J'espère que tous ces rapports sont faux, mais il y en a trop depuis les 2 dernières heures. À ce stade, la prise de décision indépendante ressemble moins à une doctrine qu'à un avis de disparition. La question du pétrole est cruciale ici. Les prix du pétrole sont en partie une fonction de l'offre et de la demande au comptant, bien sûr. Ils sont aussi, dans les limites du stockage, en partie une fonction de la spéculation. On peut spéculer sur des pénuries futures jusqu'au point où l'on peut stocker ce pétrole, ou bien, si l'on croit que le robinet sera largement ouvert à l'avenir, on peut réduire les réserves stockées, mais cela reste limité. Ce que nous voyons en ce moment avec le prix du pétrole qui est passé d'environ 65 à 70 $ le baril au prix dit du Brent à environ 115 $ le baril, depuis juste avant le début de la guerre à la fin de février jusqu'à aujourd'hui, c'est une pénurie au comptant extrêmement intense. Le détroit a été fermé, la production a été arrêtée, seule une très petite quantité de pétrole est passée, il y avait des stocks qui pouvaient être utilisés, et ils l'ont été, d'après tous les rapports qui nous parviennent du monde entier, il y a des pénuries physiques et une hausse des prix dans le contexte de ces pénuries physiques de diesel, pénurie physique de carburant d'aviation et des compagnies aériennes qui réduisent leurs vols parce qu'elles ne peuvent pas obtenir le carburant d'aviation. Cela fait donc monter les prix. Nous ne sommes pas principalement devant de la spéculation,
Nous voyons une réaction à des pénuries physiques, et ces pénuries pourraient devenir beaucoup plus graves. Le flux est déjà faible, mais si la perspective est qu'il ne sera pas rétabli par une réouverture ou des négociations, alors nous verrons une accumulation désespérée de toutes les réserves possibles. Cela pourrait faire grimper le prix du pétrole à 150 $ le baril, ou selon certaines estimations à 200 $ le baril. Ensuite, les mêmes personnes qui ont allumé la mèche tiendront une conférence de presse pour blâmer l'allumette. Bien sûr, tout cela dépend de la capacité à séparer beaucoup de rumeurs des faits et du niveau de destruction qui aurait réellement lieu en cas de retour à la guerre. Un message que je viens de voir affirme que le Mossad presse le gouvernement israélien de reprendre une guerre totale contre l'Iran. Encore une fois, ce sont des rumeurs, parce qu'elles arrivent à l'instant même. Mais le Mossad et la CIA ont un rôle si important dans la définition des politiques qu'un message comme celui-là, s'il est vrai, équivaut à une reprise de la guerre. Vient ensuite la question qui se pose depuis des semaines. La présomption, je pense, de la plupart des observateurs indépendants est que si cette guerre reprend, l'Iran conserve une capacité de représailles considérable, y compris des drones et des missiles. Il n'en faut pas tant que cela pour détruire les infrastructures physiques de la région du Golfe. Certaines installations sont particulièrement vulnérables, les usines de dessalement qui maintiennent les gens en vie, mais aussi les champs pétroliers et gaziers, les raffineries, les pipelines et les ports. Tout cela peut être détruit parce que l'idée selon laquelle ces installations seraient en quelque sorte protégées par un dôme de fer est une fiction. Il n'y a tout simplement pas assez de systèmes antimissiles et ils ne sont pas aussi efficaces qu'on le prétend pour protéger contre une contre-attaque iranienne d'envergure. C'est la présomption de la plupart des observateurs militaires indépendants. Cela me semble crédible. Cela ressemble à une évaluation exacte. La défense antimissile est souvent vendue comme un produit miracle. La garantie, elle, a tendance à disparaître exactement au moment où les missiles arrivent. Peut être que les services de renseignement américains et israéliens savent quelque chose de différent, mais ils n'ont pas montré une grande intelligence réelle dans toute cette affaire. Donc l'idée selon laquelle ils doivent nécessairement savoir, à mon avis, est fausse. C'est une action menée, je crois, par des dirigeants ignorants et peut être par les fanfaronnades de leurs agences de renseignement, surtout le Mossad. Mais je ne vois aucune preuve réelle qu'ils savent de quoi ils parlent lorsqu'il s'agit de la capacité à neutraliser une riposte iranienne. La fuite venant du Mossad est cohérente avec ce que la Maison-Blanche a laissé filtrer la semaine dernière, à savoir que Madame Adelson et ses collègues parlaient au président et exerçaient une forte pression sur lui pour contrer la légère résistance de sa direction militaire. Cela se tient. Trump a fait tout ce qu'Israël lui a demandé depuis le début. Israël est fondamentalement un état de guerre permanent. Il croit que l'Iran est le dernier obstacle à ce qu'Israël devienne la grande puissance du Moyen-Orient. L'hubris et la brutalité de cette vision sont ahurissants. Je pense que cela se révélera mortel pour Israël, mais c'est bien la croyance qui guide cette stratégie. Et Trump l'accepte pour une raison ou une autre, des raisons que nous ne pouvons pas vraiment comprendre, parce qu'elles n'ont pas de sens. Bien sûr, cela pourrait être une question d'argent, de donateurs, de chantage ou de mille autres choses que nous ignorons tout simplement. Quand une politique commence à ressembler à une note de donateur avec des porte-avions attachés, le public est généralement le dernier invité à la réunion. La question des négociations est tout aussi sombre. Si un principe de base de la négociation est l'intégrité souveraine du pays avec lequel on négocie, et si une hypothèse réaliste est que ce pays a le droit de protéger ses frontières, alors quelles croyances communes ces négociateurs ont-ils réellement ? L'Iran veut qu'on le laisse tranquille et veut la levée des sanctions. Israël veut voir l'Iran décimé. Les États-Unis veulent ce qu'Israël veut. Lorsque le cessez-le-feu est entré en vigueur, il y a eu un bref moment où Trump a publié sur Truth Social que le plan iranien en 10 points constituait une base de négociation. Ce fut la dernière fois que nous en avons entendu parler parce que nous n'avons pas un gouvernement mature. Nous n'avons pas un gouvernement dans lequel les mots veulent dire quelque chose, ni les mots du président, ni ceux de qui que ce soit d'autre. Nous n'avons pas de véritable processus diplomatique où l'on dirait « maintenant, nous nous asseyons et nous
négocions sur cette base. Cela n'est jamais arrivé. Il y a eu une référence, puis elle n'est jamais réapparue. Dans ce style de diplomatie, une publication sur les réseaux sociaux est traitée comme un traité jusqu'à ce que le prochain changement d'humeur efface la politique étrangère. Les Iraniens ont présenté un ensemble similaire de positions il y a quelques jours, en 14 points. Je n'ai pas vu de concordance complète entre les 10 et les 14 points, mais d'après ce que je peux comprendre, ils sont essentiellement les mêmes, ou du moins très similaires. Et il n'y a eu aucune réponse organisée de la part des États-Unis. Ce ne sont pas des négociations, cela n'a jamais été des négociations. On n'envoie pas Jared Kushner et Steve Witkoff négocier. C'est ridicule. Il n'y a eu aucun processus rationnel. Et il n'y en a toujours pas. Appeler cela de la diplomatie est généreux. C'est plutôt comme envoyer une brochure immobilière dans un champ de mines. Chaque fois que l'on regarde la situation alors qu'elle devient de plus en plus grave, elle paraît de moins en moins rationnelle. Et plus on l'examine de près, plus il me semble juste de dire que le gouvernement des États-Unis est entre les mains de quelques personnes qui se sont emparées du pouvoir. La direction républicaine du Congrès se comporte comme si elle n'existait pas, comme si elle ne comprenait rien à sa responsabilité constitutionnelle. Elle a complètement et totalement disparu, sauf lors du vote occasionnel, où elle dit ne vouloir rien avoir à faire avec aucune de ses décisions. Nous n'entendons aucune cohérence venant d'un haut responsable gouvernemental. Toute notre vie politique tourne autour des publications sur Truth Social, et cela semble refléter assez fidèlement la manière dont notre gouvernement fonctionne en ce moment. Une république ne peut pas fonctionner éternellement avec des notifications poussées, même si le théâtre pro-Trump continue d'essayer de prouver le contraire. Rien de tout cela n'a de sens du point de vue des intérêts américains, de la capacité militaire ou des conséquences probables. Et si ce qui est rapporté en ce moment se révèle exact, si nous revenons à une guerre totale, alors nous regarderons ces 2 prochaines semaines comme faisant partie des plus importantes depuis des années ou des décennies, parce que beaucoup de choses seront détruites et ne seront pas reconstruites de sitôt. La semaine dernière, il n'était pas clair qui avait appelé qui. Le président Poutine a eu un appel téléphonique avec le président Trump, puis il a eu un appel téléphonique avec le premier ministre israélien Netanyahou. Le compte-rendu russe de la conversation Putin-Trump disait que le président Putin avait été amical mais franc et direct. Ma compréhension de cet appel est que le président Putin a été très clair avec le président Trump. Ne relancez pas une guerre. Ce serait une grave erreur. Ce serait une erreur dévastatrice. L'Iran a la capacité de répondre et l'Iran bénéficie aussi du soutien de la Russie et d'autres pays. Ne faites pas cela. Négociez et mettez fin à cette guerre. Je pense que c'était le message sans équivoque du président Putin. Je pense aussi que c'était un message juste et crédible, et c'est celui que Trump devrait entendre. Le même message vient de Chine. La Chine a davantage à perdre ici, et la Russie comme la Chine ont toutes 2 intérêts à empêcher une reprise des tentatives de destruction de l'Iran. Si ce processus était ne serait-ce que vaguement rationnel, nous ne serions même pas en train de discuter de ces rumeurs parce qu'elles seraient rejetées comme absurdes. Il n'y a aucune base rationnelle pour relancer la guerre contre l'Iran parce que les conséquences seraient très probablement dévastatrices si cela arrivait. C'est ce que le président Poutine a dit au président Trump. C'était un bon conseil. J'espère que Trump l'a entendu et suivi et que les nouvelles d'aujourd'hui se révéleront inexactes. Mais je crains qu'il y en ait maintenant trop de missiles envoyés, trop de vidéos publiées au cours de la dernière heure pour croire qu'il s'agit simplement de désinformation ou d'une escarmouche réparable. Cela ressemble à quelque chose de plus grave. La grande tragédie, c'est que le conseil évident semble maintenant radical uniquement parce que le conseil irresponsable a été normalisé. Quant à l'appel du président Putin avec le Premier ministre Netanyahou, le seul pays qui dispose d'un véritable levier sur Israël, s'il choisissait de s'en servir, ce sont les États-Unis. Les États-Unis sont le fournisseur militaire, le financier et le protecteur diplomatique d'Israël. Si Trump choisissait d'arrêter une attaque et disait à Israël de se retirer, Israël se retirait. Cela s'est produit brièvement lorsque le cessez-le-feu qui a échoué
dès les premiers instants, parce que Netanyahou l'a violé dès les premiers instants, a été suivi par les États-Unis, disant à Israël « Arrêtez ce que vous faites ». Cela n'a duré que très peu de temps. Israël semble avoir un pouvoir presque illimité sur le gouvernement des États-Unis, ou du moins sur Donald Trump. Mais les États-Unis pourraient mettre fin à tout cela. Apparemment, le pays le plus puissant de l'Alliance ne découvre sa propre laisse qu'après que quelqu'un d'autre l'a tirée. Je ne pense pas que le levier de Putin soit directement sur Israël. Putin, je crois, donne un conseil sensé, à savoir qu'une reprise de la guerre ouverte serait désastreuse. Pas spécialement pour la Russie d'ailleurs, qui a déjà vu une forte augmentation de ses ventes de pétrole parce que les prix ont grimpé. Cela va continuer et la production russe va augmenter. Même les États-Unis, parce qu'ils sont si incohérents, imposent des sanctions sur le pétrole russe, puis les retirent. Ils les ont retirées parce que les États-Unis essayaient d'arrêter la flambée des prix du pétrole dans le monde, et cela a apparemment conduit le Japon à redevenir client de la Russie. Tout cela est bizarre du point de vue américain. Bien sûr, je ne crois pas du tout à ces sanctions, mais l'incohérence de tout cela est frappante. La politique de sanctions ressemble maintenant moins à une stratégie qu'à un interrupteur actionné pendant une panne de courant. Le véritable levier, ce sont donc les États-Unis. Et la vraie question est de savoir si nous avons un président des États-Unis ou essentiellement quelqu'un qui est le vassal du Premier ministre israélien. Nous ne le savons pas, mais nous sommes en train de le découvrir en ce moment. Les extraits diffusés par la télévision iranienne ont été décrits comme montrant des missiles qui auraient soit frappé, soit visé des navires américains. Nous ne voyons pas où ils sont tombés, bien sûr. Mais si la télévision iranienne le revendique, cela correspond à tous les rapports que nous entendons. Sinon, elle le nierait. Si elle affirme qu'il tire sur des navires américains, alors nous sommes de retour à la guerre. Le jeu de l'attente a été perdant pour tout le monde, parce que l'étau autour du coût de l'économie mondiale se resserrait. Les prix du pétrole montaient. Lorsque le cessez-le-feu a été annoncé, les prix du pétrole sont redescendus à environ 90 $ le baril. Puis, lorsqu'il est devenu clair que le cessez-le-feu était très fragile, ils sont passés à 4,25. Ensuite, ils sont passés à 100. Et lorsque les États-Unis ont imposé le blocus, qui était un blocus d'un blocus, quelque chose d'inimaginable que personne ne pouvait vraiment comprendre, les prix du pétrole ont continué de grimper parce que les pénuries dans le flux de pétrole et de gaz se sont intensifiées. Les stocks et les réserves ont été épuisés, surtout en Asie, mais ailleurs aussi. Le jeu de l'attente était donc un jeu perdant. La stratégie semblait être d'attendre que la pression règle la crise, comme si un étau qui se resserre avait déjà aidé quelqu'un à respirer. Quelque chose devait céder. Soit Trump, d'une manière dont il peut être incapable, aurait dû négocier sérieusement, non pas avec des menaces stupides, des coups de bluff et tout le reste, mais réellement négocier sur les points de l'Iran, comme il avait dit qu'il le ferait avant de ne pas le faire. Soit nous reviendrions à ce qui semble se produire maintenant. Le jeu de l'attente était donc un jeu perdant. Il signifiait simplement un étau toujours plus serré autour de l'économie mondiale, et tout le monde le ressentait. Il était su et discuté quotidiennement que la situation était intenable. C'était pas seulement de l'attente. C'était une asphyxie en cours, une pénurie de pétrole et de gaz, d'engrais à basse durée et de nombreux autres produits pétrochimiques vitaux. C'était intenable et maintenant cela se brise. Il y a aussi une correction importante à faire. La télévision d'État iranienne a dit que les extraits diffusés montraient des tirs d'avertissement contre des destroyers américains. Elle dit avoir tiré des missiles, des roquettes et des drones. Nous ne savons donc pas si quelque chose a été touché. S'il s'agissait de tirs d'avertissement, ils n'étaient pas destinés à atteindre la cible, mais à signaler une ligne rouge. C'est très intéressant, parce que Trump a affirmé « Nous envoyons notre marine dans le détroit ». L'Iran a répondu « Non, vous n'y allez pas ». Trump, à sa manière, sans aucune négociation et sans aucun sens, a déclaré la mission humanitaire consistant à envoyer l'armée américaine dans le détroit. Les Iraniens ont dit non. Apparemment, l'armée et la marine américaine ont essayé, des tirs d'avertissement ont été effectués. Ce n'est que dans ce genre de théâtre qu'une mission humanitaire
arrive avec du matériel naval et une auréole de communiqués de presse. Encore une fois, tout dépend de savoir si nous sommes revenus à une guerre ouverte. Si c'est le cas, c'est une chose. Si Trump dit « Bon, j'ai tenté ce coup, nous nous retirons, alors nous restons simplement au bord du gouffre », c'est pourquoi ces moments et ces jours sont si décisifs. Tout dépend de cela. Nous avons un choix clair. Trump peut arrêter la guerre par lui-même parce qu'il l'a essentiellement commencé par lui-même, bien sûr avec l'arnaque que Netanyahou et le Mossad lui ont servi. Mais il peut aussi arrêter la guerre par lui-même et sauver son destin politique, sauver l'économie américaine et sauver l'économie mondiale. Ou bien il peut redoubler de menaces, de fanfaronnades et d'attaques, suivre Israël et détruire l'économie mondiale. On demande à toute la planète de faire confiance au même instinct qui transforme une crise en slogan de campagne. Nous sommes dans ces minutes de suspense en ce moment. Des gens rationnels n'auraient aucun doute. Bien sûr, ils ne devraient pas aller jusqu'au bout. C'est insensé. Mais nous ne voyons pas cette rationalité. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt